Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sean. Sean, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, salut Sydney, écoute, je m'appelle Sean Seal, j'ai 32 ans, j'habite à Nyon, en Suisse, dans le canton de Vaud, c'est à 10 minutes de la frontière française, on n'est pas loin de Divonne. Je suis préparateur physique, coach sportif, et j'anime aussi un podcast, le Upside Strength Podcast, ainsi que la chaîne YouTube du même nom. D'accord. Je voulais que tu nous parles des filières énergétiques. Alors, pour donner une ordre d'idée, ça commence à arriver un peu autour de mon entourage ce que tu as fait, mais il y a des gens qui ne connaissent pas encore vraiment ce que tu as fait. Est-ce que tu peux refaire une synthèse un peu de ce que tu sais par rapport aux filières énergétiques? Ouais, donc je pense pour que tout le monde comprenne un petit peu d'où je viens, on va partir avec l'idée de base que moi j'avais appris aussi il y a quelques années de ça, au travers notamment tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai pu apprendre dans les différentes formations que j'ai vues. Le livre de Joel Jameson a été a eu un gros impact sur moi aussi, ce qui s'appelle MMA Conditioning, mais pourrait vraiment s'appeler Sports Conditioning, c'est pareil. Mais cette idée des trois filières énergétiques, si on veut, avec les domaines d'application de chaque filière, avec une filière phosphocréatine que certains appellent anaérobie alactique, je reviendrai sur cette terminologie-là après, mais une filière phosphocréatine qui donc a un potentiel de puissance élevé, mais une durée dans le temps qui est courte. On a ensuite la glycolyse qui est aussi appelée anaérobie lactique. Je reviendrai aussi sur ce terme-là, donc qui a un potentiel de puissance qui est, on va dire, moyen à élevé, mais une durée dans le temps qui est pas moyenne aussi. On parle de 90 à 120 secondes suivant les ouvrages qu'on lit. Et ensuite, on a la filière aérobie qui vraisemblablement s'occupe du reste, donc tout ce qui vient après ces 90 secondes ou après ces 2 minutes d'effort. Et donc, c'est comme ça que je l'ai appris aussi, ces trois filières séquencées dans le temps. Donc, si on va faire des sprints, on peut dire qu'on va faire des intervalles anaérobie à lactique. Anaérobie voulant dire sans oxygène ou en l'absence d'oxygène, et alactique voulant dire en l'absence de lactate. Le lactate qui est donc un produit dérivé de la respiration cellulaire, tout simplement. Il se trouve que ce paradigme est incomplet, on va dire, dans le sens où de la recherche a été faite ces 20 dernières années, ça remonte jusqu'à là, et il s'avère que ça marche pas exactement comme on pensait que ça marchait avant. Pour parler très simplement, en gros, la filière phosphocréatine et la filière aérobie, elles sont couplées, elles travaillent ensemble. C'est pas deux choses séparées. Alors certes, c'est deux processus chimiques qui sont séparés, mais ils ne travaillent pas indépendamment l'un de l'autre dans le corps humain, dans les cellules, dans la façon dont notre corps recycle de l'ATP. Ça travaille ensemble. Et donc, si on veut parler simplement, toutes les filières sont engagées en moins de 150 millisecondes dans le temps. Donc, dès le premier instant d'une contraction musculaire, on a toutes les filières qui sont quasiment engagées instantanément, si on veut le dire comme ça. Je pense que 150 millisecondes, on peut dire que c'est immédiat. Donc, on a plus cette dissociation de filière en filière au cours du temps. C'est toutes les filières marchent tout de suite. Par contre, c'est clair qu'on a une contribution de la filière aérobie et phosphocréatine qui est considérable dès le début, avec aussi l'apparition de l'idée de la glycogénolyse, qui est donc la dégradation du glycogène plutôt que le glucose. Le glucose se trouvant dans le sang, le glycogène se trouvant soit dans les muscles, donc dans les fibres directement, soit dans le foie. Mais là, on parle plus du glycogène qui est disponible instantanément au niveau des fibres musculaires, des muscles en eux-mêmes. Et on a cette filière qui contribue aussi à la production d'ATP. Et donc, si on veut, tu as dit synthétiser un petit peu tout ça. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, on a, dès le début de l'effort, on a toutes les filières qui sont engagées. C'est vrai qu'on a principalement la filière de la phosphocréatine et la filière aérobie qui travaillent ensemble. Elles ne travaillent pas de manière indépendante. Tant qu'il y a de l'oxygène, donc tant qu'il y a de l'oxygène présent, on peut solliciter cette façon-là de recycler de l'ATP. Et on a aussi bien sûr le lactate donc, qui est produit
qui est le produit de fin de la glycolyse ou de la glycogénolyse, peu importe laquelle. En gros, dès qu'on va casser des sucres, on va créer du lactate. Le lactate, il est réutilisé par la filière aérobie, par nos mitochondries, et c'est oxydé et ça crée de l'ATP également. On a pensé pendant très longtemps que le lactate, c'était un grand méchant Ouais. de la bioénergétique, mais il s'avère que c'est un fuel qui est déterminant, et c'est aussi une molécule de signalisation qui a beaucoup de rôles différents dans le corps humain. Donc le lactate est produit au niveau de la respiration cellulaire et ensuite, de la dégradation des sucres, et on a ensuite cette réutilisation du lactate qui est possible dans la fibre qui l'a produite, dans une fibre adjacente. Ça peut passer dans le sang pour être transporté. On parle de lactate shuttle, donc la navette du lactate. Le lactate qui peut être oxydé dans d'autres parties du corps, utilisé par le cœur, utilisé par le cerveau, utilisé par le foie. C'est vraiment une molécule qui joue aussi sur l'oxydation des graisses et à quel point on va utiliser les graisses comme substrat énergétique. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à regarder. Je vous recommande le papier de George Brooks qui s'appelle Lactate as the Fulcrum of Metabolism, qu'il a publié l'année dernière, qui est un passage en revue de toute la recherche qu'il a fait sur le lactate ces 30, 40, 50 dernières années. C'est très, très intéressant et je pense que ça permet de se mettre à la page sur ce qu'est le lactate et ce que n'est pas le lactate. Le lactate, c'est pas le méchant, le lactate, c'est pas la cause de la fatigue. On se dirige plus vers les ions d'hydrogène et le inorganic phosphate, le phosphate inorganique ou non organique qui est produit lors de la respiration cellulaire, qui serait des contributeurs à la fatigue, mais pas le lactate en lui-même. On voit même le contraire. Si on injecte du lactate dans quelqu'un, ils ont tendance à avoir de meilleures performances. Alors après, voilà, c'est dans des cas très spécifiques, mais en gros, c'est un fuel. Et donc, si tu en as et que tu sais l'utiliser et que tu peux l'utiliser, c'est pas une question de savoir, c'est une question de pouvoir, parce que tu décides pas voilà, maintenant je vais utiliser mon lactate. Le lactate, il est là. Et si ton corps sait bien réutiliser, ça va être une source d'énergie comme les sucres, comme les graisses et comme les protéines également. Et donc, on a encore une fois, je reviens à l'idée de la filière phosphocréatine et aérobie qui travaillent de concert tant qu'on est en présence d'oxygène. Après, c'est clair qu'une fois qu'on n'a plus d'oxygène qui est disponible, cette filière-là, elle va plus pouvoir recycler autant d'ATP qu'avant. Et donc, on va avoir une contribution relative montante du processus de dégradation des sucres, donc de la glycolyse dans ce cas-là, vers la fin de l'effort. Mais en gros, on peut facilement dire que dès le moment où tu n'as plus d'oxygène de disponible, les choses se compliquent très, très vite. Que ce soit en termes de rendu, en termes de puissance, que ce soit en termes de coordination moteur également. Et donc, un chiffre que je prends de Brian Kozak, c'est 17 secondes plus ou moins 3 secondes. Tout le monde peut y aller à fond pendant 17 secondes, plus ou moins 3 secondes. Okay. Et si tu regardes ce qui se passe sur le Moxy, par exemple, si tu as la possibilité de mesurer l'oxymétrie musculaire en temps réel, c'est que tu vois que, en gros, quand cette courbe d'oxygène elle arrive tout en bas et elle s'aplatit, tu n'en as plus pour très longtemps jusqu'à ce que ton corps il veuille plus avancer, en gros. Et c'est à peu près ce qu'on retrouve là. Donc, en gros, tant que tu as de l'oxygène, tu es bien. Quand tu commences à plus en avoir assez, tu as d'autres mécanismes qui vont contribuer à recycler l'ATP, mais c'est pas nécessairement des processus que tu peux maintenir dans le temps. Et donc, je sais pas si j'ai pu répondre à ta question. C'est toujours un challenge d'essayer de synthétiser tout ça en quelques minutes. Là, je vois les paroles, je suis exactement ce que tu dis. On verra si les auditeurs ils auront du mal, mais moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai tout capté, donc ça me va bien. Ok, ouais, donc je pense que ça fait un petit peu le tour de cette idée. Donc, oui, les filières existent. Non, elles ne fonctionnent pas exactement comme on le pensait avant. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle toutes les méthodes d'entraînement qu'on utilise déjà et qu'on connaît. Oui, il faut se poser des questions. Pourquoi on utilise ces méthodes et quels sont leurs impacts réels sur la physiologie ? Et oui, je pense qu'il faut changer le vocabulaire. Il faut arrêter
de dire anaérobie à lactique parce que, encore une fois, de l'oxygène, tu en as dans le muscle là maintenant tout de suite. Donc, quand tu commences ton sprint, tu utilises de l'oxygène. D'ailleurs, tu n'as qu'à réfléchir. Hein, tu peux faire un sprint de 5 secondes qui serait normalement qualifié de anaérobie à lactique. Eh ben, essaye de ne pas respirer après. Pourquoi on respire? Pour dégager le CO2, pour faire rentrer l'oxygène. L'oxygène, tu l'as utilisé même pendant un sprint de 5 secondes. Donc, ça n'a pas de sens de dire que c'est un effort anaérobie. Et là, si tu prenais ton taux de lactate maintenant, tu ne serais pas à 0,0. Donc, même un sprint, ce n'est pas alactique. Et donc, je pense que c'est nécessaire de changer un petit peu le vocabulaire qu'on utilise. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué. On n'a pas besoin de parler de termes physiologiques ou bioénergétiques. On peut très bien dire un sprint. On peut très bien dire un effort court de haute intensité. Et il n'y a pas besoin d'aller dans des termes compliqués, mais je pense que c'est le moment de jeter à la poubelle les anaérobies, alactiques. Aérobie, ça se tient encore. ça se tient encore parce que c'est clair que quand tu fais un effort de plus longue durée, on a ce taux d'oxygène qui est stable, voire montant, suivant les intensités que tu utilises. Donc, on sera de toute façon en présence d'oxygène. Mais encore une fois, c'est le cas dans toutes les modalités de travail, dans tous les temps d'effort, dans toutes les intensités d'effort, l'oxygène est là. Encore une fois, sauf si tu pousses vraiment jusqu'au bout et que tu arrives à ce seuil d'à peu près 17 secondes plus ou moins 3, là, c'est clair que l'oxygène, tu en auras toujours parce que tu le rentres, mais tu te retrouveras à l'utiliser plus vite que tu ne peux le fournir ou l'apporter au niveau musculaire. Et encore une fois, on va compenser avec d'autres mécanismes bioénergétiques, mais qu'on ne va pas pouvoir maintenir dans le temps pendant très longtemps. Donc, voilà un petit peu pour le oui et non de tout ça. Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, effort à haute intensité, effort modéré et effort, on va dire, pas léger, mais où tu peux tenir une allure? Est-ce qu'on pourrait dire comme ça, par exemple? Si je Bien suis sûr, ton... Ça serait bien peut-être sûr. plus cohérent? Ouais, tu peux. Je pense que une chose que j'ai commencé à explorer un peu plus ces derniers mois, c'est l'idée des zones d'entraînement, qui vient vraiment plus du côté du monde de l'endurance. Ouais. Mais la zone 1, c'est de la récupération active. Et donc, si tu corrèles ça à ce que tu vois sur un MOXIE, par exemple, c'est que tu as une courbe de SMO2, donc de saturation d'oxygène, qui est montante. En gros, tu apportes plus d'oxygène que tu n'utilises à ce moment-là. Donc, c'est vraiment des intensités qui sont très basses. En général, ça dépend toujours des personnes, mais en général, en dessous de 110, en dessous de 120 battements par minute, suivant, encore une fois, suivant la modalité de travail, suivant l'athlète, suivant l'état de préparation, l'état de forme, La fatigue, ouais, voilà. la fatigue aussi. Ensuite, tu as une zone 2 où en fait, tu as un équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Donc, la courbe de SMO2, elle sera plate, tout simplement, sur le MOXIE. Donc, ça, c'est de la zone 2 et ça, c'est assez connu. Donc, c'est ton endurance, c'est ton fond, c'est ton foncier, c'est ton LSD, Long Slow Distance. Qui est populaire aussi. Et ensuite, tu as, les zones 3, 4 et peut-être 5 aussi, suivant comment tu organises tout ça. Là, c'est un peu plus dur de dire exactement ce qui se passe. D'un point de vue oxygène, c'est clair que tu vas utiliser plus que tu ne peux apporter. Après, pour délimiter ces zones d'entraînement de manière précise, et il faut pouvoir avoir accès à un outil de mesure d'échange gazeux pour voir où tu as vraiment un changement au niveau fréquence respiratoire, volume courant, etc. Mais je pense que ça se tient déjà pas mal de manière générale si tu penses au fait que en zone 1, en récupération active, ta courbe elle est montante. En zone 2, ta courbe elle est plate. Et en zone 3 et plus, tu vas avoir une courbe descendante. Donc, tu utilises plus d'oxygène que tu n'apportes. Et j'aime bien cette idée d'apport d'oxygène et d'utilisation d'oxygène qui vient pas de moi d'ailleurs. Hein. Il y a bien plus il y a plein de gens bien plus intelligents que moi qui l'ont pensé avant. Mais en gros, tu as ton système respiratoire et cardiovasculaire qui apporte l'oxygène. Et encore, ça se chevauche un peu sur le cardiovasculaire parce que bien sûr, la structure au niveau cardiovasculaire va aussi te permettre d'apporter une certaine quantité de sang et donc d'hémoglobine et donc d'oxygène aux muscles. Et donc, tu as bien sûr le muscle qui est chargé d'utiliser l'oxygène. Donc, tu parles de densité capillaire, densité mitochondriale, fonction mitochondriale aussi au niveau de l'oxydation. Et donc, tu as ce continuum entre l'apport d'oxygène et l'utilisation d'oxygène.
et cet équilibre durant différents types d'efforts que tu verras suivant ce que tu fais. D'accord. C'est cool que tu parles de structure, justement, parce que je voulais venir sur les jeunes et sur le développement des filières énergétiques chez le jeune. Est-ce que Ouais. tu sais où est-ce qu'on en est par rapport à ce domaine? Comment ça évolue chez les jeunes, les filières énergétiques? Je pense que, alors j'ai pas de données précises là-dessus, j'ai pas pu me plonger dans le sujet précisément encore, mais de manière générale, la façon dont je vois les choses pour un jeune, c'est que le volume total de travail va être très très important. Et quand je parle de volume de basse intensité, Mhm. c'est-à-dire simplement être actif. C'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire faire 10 heures d'endurance par semaine. Ça veut simplement dire bouger, bouger, bouger un maximum dans le plus de disciplines possible, faire des jeux, explorer différents sports, différents mouvements, différentes compétences, que ce soit en poids de corps, avec des charges externes. Alors certes, quand ils sont très très jeunes, ben, on veut peut-être pas les charger comme des bœufs, mais par contre, est-ce que apprendre à un jeune à bien faire un squat, c'est important? Absolument. Est-ce qu'apprendre à un jeune à bien faire une pompe, à bien faire une traction, à bien faire un tirage horizontal, à bien contrôler son corps dans tous les plans de mouvement, c'est fondamental. Et pour revenir au point d'avant sur les filières énergétiques, un développement, par exemple, on sait que le développement hypertrophique excentrique du ventricule gauche, donc faire grandir ton ventricule gauche, c'est quelque chose qui se passe quand tu es assez jeune. C'est quelque chose qui est très très dur de changer quand tu es un petit peu plus âgé. Donc voilà, encore une fois, continuer à bouger dans plein d'activités différentes, un maximum pour rester actif et pour pouvoir développer cette composante-là au niveau cardiaque, au niveau structurel, ça va être fondamental. Toutes les différentes activités motrices qu'on va pouvoir faire pour le développement de la coordination, le développement du recrutement musculaire, le développement des filières en général. Je ne sais même pas si j'appliquerais vraiment un modèle super compliqué au développement des jeunes, dans le sens où vraiment, je pense que s'ils restent actifs un maximum à des intensités moyennes ou basses, sans nécessairement avoir des objectifs compétitifs tout le temps, parce que ça, on sait aussi qu'au niveau nerveux, c'est pas nécessairement bien pour les jeunes. D'avoir une part de challenge, c'est bien, mais de se pousser au rupteur à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, c'est pas non plus ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de pouvoir se développer, d'explorer et d'apprendre à connaître différentes choses. Euh, donc, je sais pas si j'irai super loin dans le travail spécifique des filières. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de la haute intensité aussi. Ils ont besoin d'apprendre à sprinter. Ils ont besoin d'apprendre à sauter. Ils ont besoin d'apprendre à lancer des balles. Ils ont besoin d'apprendre à faire toutes ces choses-là. Mais ils ont aussi besoin de passer beaucoup de temps à bouger à des intensités basses, etc. Après, c'est clair que je pense pas que faire courir pour prendre un exemple parmi tant d'autres, mais faire courir des 800 mètres ou des 1500 mètres à des jeunes 4 fois par semaine, ça c'est clair que ça va être détrimental à leur développement, dans le sens où c'est pas ce qui va les limiter à ce moment-là et c'est pas ce qui va leur servir sur le long terme non plus. On Et en puis il parlait faut un les petit tenir, hein. peu. Et puis il faut les tenir. Donc tu vois, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau nerveux, c'est des événements quand même, c'est des distances, c'est des types d'efforts qui demandent énormément. Et donc ça, je pense que ça a sa place. Ça a sa place dans le développement d'un jeune, comme tout, comme pour tout le reste, mais à petite dose. Et bien mesurer et bien savoir pourquoi on le fait. Voilà, ça fait toujours bien d'avoir une petite piqûre ici et là en termes d'effort et en termes de ressenti, mais je pense vraiment que ça doit pas être la majorité du volume d'entraînement du jeune de manière générale. Hmm. En gros, on va pas non plus polariser l'entraînement, mais il faut le jeune, il soit qu'il s'entraîne dans tous les types d'intensités qu'on a vus. Il faut qu'il bouge et qu'on lui apprenne à bouger mieux. Et par la suite, quand il va grandir, là, on va commencer à voir d'autres choses. Mmh. Justement, est-ce que on pourrait parler, au mieux de parler du jeune, parler justement des filières énergétiques pendant le pic de croissance, c'est Mmh. au niveau de l'adolescence. Est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? C'est une bonne question. J'ai pas pu creuser la question de manière spécifique au niveau du pic de croissance. Je pense que
à ma connaissance, et encore une fois, sans avoir creusé l'histoire récemment, je pense que ce qui va être très bénéfique à ce moment-là, c'est l'état hormonal du jeune et donc du potentiel de développement qu'il y a au niveau structurel, je pense, au niveau musculaire. Donc, encore une fois, j'ai peut-être tort là-dessus, mais je pense que de prioriser le développement structurel à ce moment-là peut être intéressant. Du fait qu'on a toutes les hormones, on a tout ce qu'il faut, on a l'énergie, etc., autant la dépenser au bon endroit. Bien sûr, je, encore, ça dépend des sports, c'est difficile de parler de manière générale, mais je pense pas qu'on devrait exclure certains aspects de l'entraînement complètement à certaines périodes de l'année. Je pense presque jamais. Il y a des cas, bien sûr, précis où euh, ça peut être, euh, ça peut être applicable. On pense à Matt Fraser qui prend 2 mois de repos après chaque CrossFit Games. C'est clair que c'est parce qu'il en a besoin pour pouvoir les faire, pour pouvoir fournir les 10 mois d'entraînement ensuite pour se préparer pour les prochains. Donc il y aura de toute façon des périodes où on fera moins de quelque chose ou rien de quelque chose, mais de manière générale, si on peut maintenir un fil de tout dans le programme et pousser ce qui a plus de sens à ce moment-là, et je pense vraiment que au niveau hormonal, en tout cas, on aura avantage à pousser cette structure, donc la masse musculaire, mais c'est pas que la masse musculaire, hein, c'est tout ce qui va avec. Donc c'est clair au niveau filière énergétique, enfin c'est pas au niveau filière énergétique, mais au niveau conditionnement, euh, les structures qu'on va développer, comme je disais avant, les muscles, il faut les développer au niveau nerveux, hein, parce que on veut pouvoir avoir un taux de contraction qui est haut ou un potentiel de contraction qui est haut. On veut pouvoir avoir une masse musculaire qui est haute aussi, suivant le sport bien sûr, mais on veut aussi une grande densité mitochondriale, fonction mitochondriale, densité capillaire, tout le développement du système vasculaire aussi qui va être extrêmement important dans cet apport et cette utilisation d'oxygène. Donc je pense qu'il faut simplement rien délaisser complètement. Il faut garder un petit peu de tout, mais encore une fois, petit astérisque, c'est pas quelque chose que j'ai creusé récemment, donc il y a certainement, j'ai peut-être tort sur la question et il y a peut-être certains avantages à pousser certains aspects du développement énergétique, mais honnêtement, je ne saurais pas te dire exactement lequel et pourquoi. Mm. Je sais que là, il y a Anthony, il me semble qu'il s'appelle, qui a fait une étude sur les sports d'endurance, mais en ultra-endurance. Donc, c'était des jeunes qui sont adolescents. Ils étaient au pôle espoir. Et donc, ils faisaient des raids pour éviter que ça soit que courir. C'était des raids genre du canoë, du vélo, de la course à pied. Et il avait sorti des résultats sur son étude qui étaient pas mal. Je t'enverrai le lien si tu veux Avec après. plaisir. Parce qu'il explique aussi qu'il faisait des tests avant, pendant et après l'effort. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'il arrive à les avoir aussi. Mhm. Et il fait donc sur le système respiratoire, nerveux, il a fait quoi? La fréquence cardiaque et je crois qu'il a fait musculaire aussi. Donc il a quand même eu pas mal de résultats avec deux groupes différents. Donc je regarderai la vidéo et puis normalement je l'ai en podcast dans pas longtemps. Mais je te transmettrai ça. Je trouve Tu te ça. rappelles un peu des conclusions qu'il en a tirées? En fait, c'était plus que les sports de ultra endurance n'avaient pas d'effet négatif sur le jeune, dans ce que Mhm. je me souviens. Mais du coup, j'ai pas creusé non plus c'est les effets bénéfiques, par exemple, ce qu'on pourrait dire. Mhm. Après, il parlait, il avait parlé aussi que le cœur faisait quand il faisait la contraction, donc il parlait du volume d'éjection systolique. Alors là, Mhm. par contre, il en a parlé. Je sais qu'il en a parlé, mais je me souviens plus exactement ce qu'il avait dit là-dessus. Mais je sais qu'il en avait parlé et que il, a, il avait regardé ça, donc comment ça se passait. Et ouais, il avait regardé le système nerveux. J'avais trouvé ça pas mal qu'il arrive à faire un test de terrain, on va dire, sur le système nerveux pendant l'effort. J'ai trouvé ça Mhm. intéressant. Mhm. Donc voilà. Mais je t'enverrai le lien tout à l'heure. Avec plaisir. Et je la regarderai aussi. Parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est rare qu'on ait des études sur des sports d'endurance aussi longs. Donc je trouvais ça cool. Mhm. Comme je te disais en off, est-ce que donc j'ai eu un jeune qui m'a dit ça dans son examen pour un BPGEPS. Il me disait que les efforts lactiques étaient à proscrire chez les jeunes. Et je voulais qu'on en parle parce que du coup j'ai vu ça. Je pense qu'il a fait un copier-coller de son cours.
Mhm. Euh, et je voulais qu'on en parle. Est-ce que bah, toi, tu en sais quelque chose là-dessus? Mhm. C'est D'où quelque chose ça que vient déjà? j'ai entendu. C'est clair que je pense que c'est pas faux de mettre en opposition des efforts qui sont, on va dire, en présence d'oxygène, en présence suffisante d'oxygène, ou pas en absence d'oxygène, parce que encore une fois, c'est pas qu'il y en aura jamais, il y en a toujours, mais il y en a juste pas assez pour faire ce qu'on veut. Mais avoir un environnement, si tu veux, avec des niveaux d'oxygène très très bas pendant de très longues durées, c'est clair que ça va avoir un effet négatif sur plusieurs choses, notamment sur l'aspect structurel, donc mitochondrie, capillaire, ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui est développé dans ces environnements-là. Et donc, si tu passes énormément de temps à faire des choses comme ça, donc si tu passes tout ton temps à faire, pour revenir aux distances que j'ai mentionnées avant, si tu passes tout ton temps à faire des entraînements, à faire des 1500 mètres à fond, bah, je peux te dire que de l'oxygène qui tourne, t'en as pas beaucoup. Hein, et donc, tu es vraiment dans ce milieu bah, c'est pas complètement en hypoxie, mais au niveau musculaire, au niveau des tissus, c'est vraiment l'état dans lequel ils sont, dans le sens où ils essayent de fournir des contractions. Le cerveau, il dit vas-y, pousse, pousse, pousse au niveau nerveux. Par contre, il y a pas de substrat pour pouvoir faire tourner la chose. Donc, tu te reposes sur, par exemple, la glycolyse, ce qui est pas, bah, c'est pas faux ou c'est mauvais en soi. C'est comme ça que le corps fonctionne. Mais c'est simplement que faire durer ça pendant de très longues plages au niveau du temps, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour le corps autant que de faire du travail dans l'autre sens, qui est plus du travail soit de haute intensité, mais de durée un petit peu plus courte, où on va bien sûr solliciter ces fibres rapides, et le travail de fond qui va plus solliciter les fibres lentes, qui va avoir un aspect bénéfique aussi sur l'aspect vasculaire. Et donc, je pense que c'est juste de dire qu'il ne faut pas faire ça tout le temps, il ne faut pas en faire trop. Par contre, je ne pense pas que ce soit juste de dire qu'il ne faut jamais en faire. Encore une fois, et je ne sais pas, et la fréquence à laquelle tu fais ce genre d'effort, encore une fois, je pense que le terme lactique, il faut le mettre à la poubelle, il faut en trouver un meilleur. Est-ce que j'ai une très très bonne idée par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler? Pas vraiment, honnêtement. C'est un peu cet effort intermédiaire en termes de temps, mais avec une intensité qui est très très poussée. Euh, alors certes, tu vas produire beaucoup de lactate, mais le lactate, t'en produit que tu sois à 100 BPM ou à 180 BPM. Donc au final, est-ce que c'est descriptif? Je ne le pense pas. Donc j'encourage tout un chacun à se concerter et à se demander qu'est-ce qu'on pourrait appeler ces efforts-là plutôt que d'appeler ça des efforts lactiques, parce qu'au final, encore une Ouais. fois, on ne qualifie pas de la bonne manière, et si on peut faire mieux, on devrait faire mieux. Euh, Quant à la fréquence de ces entraînements, ça va dépendre du jeune, ça va dépendre de la discipline, ça va dépendre des demandes du sport. Mais de manière générale, je me dis que si tu mets une petite piqûre ou une petite cartouche, comme on dit, une ou deux fois par mois, même à des jeunes, euh, voilà, si le reste de l'entraînement est bien fait, si c'est bien structuré, si c'est bien réfléchi, et même si ces séances-là sont bien réfléchies aussi, parce que c'est pas juste leur faire mal pour leur faire mal, il faut que ça ait un sens derrière. Mais je pense c'est une partie à développer, comme les Oui, autres. voilà. C'est développer une Par contre, qualité, quoi. c'est développer une qualité. Par contre, à quel coût? C'est là où il faut voir aussi et comment ça s'équilibre avec toutes les autres approches ou toutes les autres adaptations qu'on va chercher à engendrer. Et donc, tant que c'est fait de manière réfléchie et structurée, en prenant compte de tous ces paramètres-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. Mm. C'est à consommer, mais à consommer avec modération, on va dire. Mais il faut en Exactement. faire. Tout Il simplement, faut en faut en faire. faire. Il faut en faire. Ouais. Mm. Après, je pense que les sports d'endurance, ils appellent l'effort en seuil lactique, je crois. C'est comme ça Mhm. qu'ils appellent, il me semble. Mhm. Ouais, threshold. Ouais. Ouais, voilà, tu vois ça. C'est vrai que, en français, je crois que c'est seuil lactique. Je crois Mhm. que c'est comme ça Ouais, je qu'ils crois que c'est l'appellent. ça. Donc, ok, ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Est-ce que tu as des conseils ou exercices que tu peux donner pour améliorer les filières énergétiques ou les capacités des jeunes? Des exercices comme ça, Ouais. Alors, peut-être pas exercices ou juste des conseils.
fait l'exercice, ça fait. Faut faire un petit peu de tout et faut le Ouais. faire bien. Hein, faut faire du travail de haute intensité. Faut apprendre à avoir des rendus efforts qui sont très très hauts avec beaucoup de puissance générée sur des temps courts. Il faut pouvoir le faire avec des puissances basses sur des temps très très longs. On a dit avant, travail d'endurance, travail de trail en raid, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment la zone 1, zone 2 qui va que être bénéfique sur le long terme. Donc, et qui a un effet positif au niveau des structures et des fonctions aussi. Après, tu as tout le spectre au milieu, des intensités un petit peu moyennes, si on veut, qui est à développer également. Donc, c'est un peu une réponse bateau, mais honnêtement, c'est la meilleure que j'ai, c'est qu'il faut travailler un petit peu de tout. Mm. Et il faut pouvoir bien l'organiser dans le temps. Et c'est clair qu'au niveau structurel, tu vas avoir plus d'impact si tu travailles entre guillemets polarisé, donc plus très très haut dans les tours ou très très bas dans les tours, parce que c'est là que tu vas avoir le meilleur impact sur les structures. Quand je parle de structure, encore une fois, c'est capacité à utiliser l'oxygène, donc densité mitochondriale, capacité oxydative des mitochondries, donc l'efficience, si tu veux, ou l'efficacité des mitochondries que tu as. Euh, les capillaires aussi qui vont faire le lien entre le système cardiovasculaire et les muscles. Donc ces structures-là, il faut qu'elles soient développées aussi parce que c'est clair que si tu n'as pas de capillaires, tu peux avoir toutes les mitochondries du monde. Bon, en général, ça ne se passe pas comme ça parce que les deux se développent ensemble. Donc quand on développe une, tu développes l'autre avec. Mais en sachant encore une fois que ces adaptations, elles sont propres aux fibres qui sont recrutées pendant l'effort. Donc le principe de taille, je crois que ça s'appelle the Hahnemann Size Principle. Donc la façon dont les unités moteurs sont recrutées par rapport à la force qui est générée, ça c'est à prendre en considération aussi, dans le sens où ben, si tu fais que de la basse intensité tout le temps, tu vas pas pouvoir aller recruter tes grosses unités moteurs Mm. qui en général sont reliées à des fibres ben, type 2A, De... type Ouais. 2X. Et donc, pour développer ces fibres-là également, il faut que tu ailles taper dedans. Pour aller taper dedans, il faut que tu génères pas mal de force. Pour générer pas mal de force, il faut que tu sois à des intensités plus hautes que de la zone 2. Et donc, je pense que de penser à ce zone 5 pour les fibres rapides ou les grosses unités moteurs et la zone 2 pour les petites unités moteurs, ça te permet déjà de taper dans tout ce spectre au niveau structurel. Et après, au niveau, entre guillemets, fonctionnel, si on veut utiliser ce terme, pas dans le contexte dans lequel il est généralement utilisé, mais celui de la fonction, donc la fonction au niveau énergétique, c'est quoi? C'est pouvoir amener plus de sang, c'est pouvoir apporter plus de sang dans les capillaires pour ensuite extraire l'oxygène pour qu'il soit utilisé. La fonction, c'est aussi comment tu respires. La fonction, c'est comment ton cœur se contracte. La fonction, c'est le retour veineux aussi des muscles au travers de la pompe musculaire, si on veut l'appeler comme ça. La pompe thoracique ou respiratoire aussi, pour la ramener à la pompe du cœur. Toutes ces choses-là, c'est vraiment travailler la fonction. Et ça se fait, ben, ça va se faire à d'autres intensités entre les deux, si tu veux. Donc, encore une fois, pour repartir sur l'idée des zones de travail d'endurance, zone 3, zone 4, c'est en général là que tu vas développer ces choses-là. Donc, mais il faut de tout. Il te faut de la structure, il te faut de la fonction aussi. Et il faut des petites doses de choses qui piquent et qui font un petit peu mal pour développer ce côté, bah, on pourrait quasiment dire anaérobie dans ce cas-là, dans le sens où c'est la filière de la glycolyse, elle est techniquement, elle n'utilise pas l'oxygène. Par contre, elle produit tout le temps du lactate. Donc, euh, techniquement, c'est la seule qui a un nom qui se tient à peu près. Et le fait qu'elle n'est pas directement couplée à la phosphocréatine et à la filière oxydative. Donc, il y a une place pour ces efforts-là aussi, mais encore une fois, en sachant que ces adaptations-là vont aller potentiellement à l'encontre des autres qu'on cherche à faire, il faut le faire intelligemment et en petite dose. Donc, ouais, je suis désolé, j'ai pas de super réponse à ça, à part faut faire un petit peu de tout et il faut tout bien développer, quoi. Ouais, justement, je suis en train de me dire, moi j'ai des groupes d'enfants, d'adolescents, mais je Mmh. les ai que les mercredis. Et je me dis, je pense tous les autres sports, par exemple, ça peut être le basket, le rugby, en moyenne, à l'adolescence et même chez les plus jeunes, on peut avoir un ou deux entraînements dans la semaine. C'est vrai que c'est pas forcément facile de pouvoir faire un peu de enfin un peu de tout. Mmh. En plus, suivant le sport, on va vouloir des fois prioriser la partie spécifique du sport, donc et puis la compétition.
Donc, on va négliger tous ces aspects à développer qui sont importants pour la suite. Mm. Et justement, j'étais en train de me dire, tu vois, je les vois qu'une fois par semaine. Donc, je me demande comment on pourrait s'organiser pour que je puisse faire un Faut peu qu'il de tout, fasse, tout le temps. faut qu'il fasse plus de sport Ouais, et il faut qu'il soit actif en dehors des sports aussi. Tu vois, tu pars faire une marche en montagne avec ta famille un week-end. Ben, ça, c'est ton foncier, c'est ta base, c'est tout ce qui fait du bien partout. Bah, ça prend du temps, c'est clair, mais ça fait partie du développement. C'est clair que tu vas pas pouvoir tout développer en 1 heure par semaine, ça c'est sûr. mm. Après, est-ce que tu peux faire la liste des priorités et te dire, eh ben, si j'espère qu'ils sont un petit peu actifs en dehors, qu'ils courent à l'école pendant la récré, et puis que À peut-être qu'ils font... l'adolescence. Ouais, alors peut-être pas à l'adolescence. Euh, mais enfin, tu peux pas passer par quatre chemins. À un Ah, moment grave. donné, c'est clair qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mm. Mais en même temps, si les jeunes ils veulent avancer, ils veulent se développer, ils veulent performer, il va falloir qu'ils fassent un petit peu plus qu'1 heure par semaine. Il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, le travail, il faut le fournir, le travail, il faut le faire. Donc, s'ils sont avec toi 1 fois par semaine, toi, tu as ce que tu peux faire pendant ce temps-là. Idéalement, ils ont d'autres heures dans la semaine où ils font des sports également. Et s'ils font qu'1 heure par semaine, personnellement, apprends-leur le sport Ouais, voilà. et le reste, ça viendra quand ils seront prêts à le faire. Mais en même temps, tu pourras jamais tout faire avec 1 heure par semaine. Ça, c'est Mm. a fool's errand, comme on dirait en anglais. Je pense même pas qu'il faille essayer. Je pense que ça vaut même pas la peine de se dire, OK, j'ai 1 heure par semaine, ils font Il faut rien en tout. dehors, on va essayer de tout faire comme il faut. Non, à un moment donné, il faut que tu mettes des priorités. Parce qu'au final, si tu fais tout pendant 1 heure, en fait, tu fais rien. Euh, Ou sinon, après, tu travailler peux, par bloc, peut-être. alors tu Pourquoi peux, pas. tu peux, mais on bloque d'1 heure par semaine. Ouais, c'est compliqué. Euh, Tu vois, ça va être compliqué de revenir au bloc suivant et d'avoir une vraie potentiation et de Mm. pouvoir dire, ben, ce qu'on a fait il y a 4 mois en arrière, eh ben, on a construit dessus parce qu'au final, le sprint, tu le touches pas pendant 1 mois ou 2, tu reviens à la case départ. Mm. Juste parce que tu as fait un bloc intermédiaire, c'est 1 heure par semaine. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut être réaliste par rapport à ça aussi. Tu vois, il y a la théorie, il y a toutes les belles choses sur le papier, puis après, il y a la réalité du terrain où tu as, Mm. les gamins 1 fois par semaine et c'est pas facile, mais il faut jouer avec quoi. Mm. Est-ce qu'il y a des points que tu veux aborder et que j'ai pas pensé à te poser comme question? Euh, Pas spécialement, mais si tu as d'autres sujets d'intérêt ou de choses que je sais pas, dont j'ai parlé récemment qui t'intéressent ou autre, on peut partir dedans sans autre. Tom, tom, tom. Je sais que je voulais vraiment parler avec toi des filières énergétiques chez les jeunes. Mhm. Après, il y avait quoi comme sujet que je voulais aborder avec toi? Euh, Si c'est pour justement mesurer l'impact du. On disait que ce qui va fatiguer, donc ça peut être d'un point de vue physiologique, mais il y a aussi le système nerveux qui n'envoie plus le signal. Et je voulais Mhm. savoir comment tu peux mesurer ça un peu. Euh, je dirais que c'est quasiment impossible Ouais, voilà, c'est bien ce qui me dans le semblait. sens où le afferent et efferent, donc la boucle de feedback en fait qui existe entre le milieu musculaire donc, et le cerveau et le système nerveux de manière générale, c'est en continu. Et tu vas pas vraiment pouvoir, ça va être quasi impossible de dissocier les deux. Tu peux le faire, ils ont fait des études où ils injectent je sais pas comment tu le prononces en français, c'est du fentanyl dans Ouais, je crois. les. Ouais, c'est une drogue qui, en gros, va couper le retour nerveux Ok. et ils injectent ça dans la colonne vertébrale, si je me trompe pas, des participants et ensuite ils leur disent d'aller faire du vélo à un certain effort et en fait, ben, ça coupe le feedback afférent du coup et ce qui fait qu'ils s'envoient comme des fous dès le début parce qu'ils n'ont pas le retour au cerveau qui leur dit qu'en gros ils sont en train d'y aller vachement fort et le retour, le feedback de ce qui se passe au niveau musculaire, au niveau physiologique à ce niveau-là. Euh, et donc c'est quelque chose à prendre en compte. Après, comment le quantifier? Honnêtement, le RPE, Ouais. le RPE sur le moment de l'effort, parce que ce sera de toute façon une mesure subjective, mais ce sera une mesure qui sera propre à la personne à ce moment-là.
Donc, par exemple, quand moi je fais mes tests avec le Moxie, ben, quand on part du premier palier, on est à 1 ou 2 sur 10, et quand on finit, on est à 10 sur 10. Et tu vois très très bien la progression d'étape en étape. Donc, au final, c'est clair que quand tu arrives à 10 sur 10, tu n'arrives plus vraiment à faire plus que ça. Donc, c'est une manière de quantifier l'effort par rapport à cette personne à ce moment-là dans le temps, en sachant que idéalement, si on fait bien notre travail, eh ben, le 10 sur 10 maintenant, à une intensité donnée, disons à 300 watts, dans un mois ou deux, ben, 300 watts, ça devrait être un 9 sur 10, peut-être un 8,5 sur 10, peut-être un 8 sur 10 si on a de la chance. Et si on peut continuer à avancer comme ça, ben, on va dans le bon sens. Mais je réalise que c'est pas vraiment une réponse, parce Ouais. que honnêtement, je pense, du peu que je connais sur sur le sujet du système nerveux, parce que je pense que quiconque prétend bien comprendre le système nerveux doit aller parler à des neurologues et se rendre compte que même les gens qui font ça toute la journée et qui ont fait 15 ans d'études pour y arriver, ils comprennent pas ce qui se passe, très très clairement. Ça se développe quand même, beaucoup la Alors, neuroergonomie et tout. Mais c'est vrai que c'est... alors, alors certes, ça se développe, mais je pense qu'on est encore très très loin de pouvoir Ouais, euh, parler de causes et d'effets et de mécanismes certains qu'on connaisse. Après, oui, on comprend des choses, il y a des choses qui s'appliquent, etc. Mais je pense vraiment que ça reste de très très loin la chose la plus compliquée qui existe euh, sur Terre, peut-être, mmh, très très certainement. Le système nerveux et le cerveau, c'est quelque chose qui est absolument phénoménal, la façon dont ça fonctionne. Et je pense pas qu'on se rend compte de la complexité de la chose. Et donc, je pense que c'est pas pour dire que toutes les méthodes qui ont été développées ou qui sont utilisées ou qui sont nommées pour comment dire ça, quantifier certains aspects du système nerveux. Je dis pas que ça a pas de sens. Bien sûr, il y a des choses comme l'omega wave qui te permettent d'avoir vraiment cet aperçu général au niveau nerveux, au niveau cardiaque de ton état de préparation le jour même, ton état de fatigue, etc. C'est des choses qu'on peut quantifier, mais après, faut faire attention jusqu'où on va quantifier ces choses-là et pourquoi on les utilise. Est-ce qu'on peut les quantifier de manière absolue? Non. On doit les quantifier de manière relative par rapport à des tendances qu'on voit chez cette personne sur le moyen long terme. Donc, tu peux pas comparer une donnée à rien, à un tableau que tu vois sur le mur. Non, non, tu dois prendre des données pendant plusieurs mois et ensuite tu dois voir comment la personne réagit au jour le jour sur la base de ces données collectées pour cette personne-là. mmh. Tu peux pas dire, ah ben, un chiffre X, ça veut dire ça pour tout le monde. Non, ça marche pas comme ça. Donc, je pense on en est à pouvoir quantifier ces choses-là, mais sur une base individuelle. Et donc, encore une fois, je pense pas que ce soit. Je pense que il faut pas essayer d'aller trop loin dans la quantification de ces choses-là, ou en tout cas, si on le fait, il faut bien se demander ce qu'on mesure vraiment et dans quelle mesure on peut extrapoler des choses par rapport à ça. Mmh. Il y a des méthodes plus avancées bah, je lisais un, un papier, enfin, c'est une patente, c'est une méthode d'analyse qui est en train de développer, qui n'est pas encore sortie, qui est appliquée à un niveau très très élevé avec des cyclistes, notamment des équipes de cyclistes nationales professionnelles qui utilisent le Moxie, et ils en utilisent 14 par personne, donc 7 par jambe. Donc, ouais, tu as trois parties du quadri, tu as les ischio-jambiers et tu en as encore deux autres sur le mollet et un sur le tibia, si je ne me trompe pas. Et avec ça, ils arrivent à avoir un modèle qui est très très complet de la dynamique du flux sanguin et du flux nerveux, du recrutement musculaire à différentes intensités par rapport à la médiane de toutes ces différentes valeurs-là. Mais là, on est dans du très très poussé déjà. C'est quelque chose que 99,99% des gens auront jamais accès. Donc, je pense pas qu'on doive se baser sur des choses comme ça. Euh, et donc, je pense qu'il y a des moyens de le faire, mais à quel point ça peut vraiment, ça va vraiment avoir un impact direct sur ce qu'on fait sur le terrain. C'est pas que je le remets complètement en doute, mais je me pose sérieusement la question de sa validité, ça étant toutes les méthodes qui existent pour ce faire. Encore une fois, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ont été, entre guillemets, prouvées qui nous permettent de quantifier certains aspects du système nerveux. Euh, mais faut juste faire attention comment on les interprète et comment on les utilise, à mon avis.
Oui, c'est une data qu'il va falloir surveiller, on va dire. Faut pas la regarder de but en blanc. Non, Et exactement. j'avais aussi une autre question, c'est pour les. Tu utilises pas mal le spiromètre, il me semble que c'est, pour tout ce qui est les Le, capacités pulmonaires. alors, le spiromètre pour mesurer les capacités pulmonaires, ouais. Et je voulais savoir pourquoi, par exemple, tu as pris plus celui-là par rapport à un autre, style par exemple Aerofit ou Ouais. pourquoi, Alors, ouais. pour clarifier, le spiromètre, c'est l'outil qui te permet de mesurer la capacité pulmonaire Hmm. et la puissance expiratoire. Ben, je l'ai juste là. Pour ceux qui regardent comme ça, ils ont un petit aperçu sur la chose. Donc, le spiromètre, c'est l'outil de mesure, pas l'outil d'entraînement. Donc, ça, c'est un spiromètre. Ok. Et tu mets un petit tube ici, tu souffles dedans, il y a une petite hélice, et puis ça calcule en gros euh, le volume total que tu as expiré sur 6 secondes, et relatif à ça, la première seconde d'expiration, et euh, suivant ta corpulence, suivant la démographie qu'elle t'appartient, il y a certains paramètres à atteindre. Et si tu es déficient dans soit ton volume total, soit ta puissance expiratoire, soit ton ratio entre les deux, ben, il y a des choses à ajuster à ce niveau-là, au niveau structurel ou au niveau capacité, on va dire. Et après, il y a l'aspect entraînement. Mhm. Et là, le Aerofit, par exemple, c'est un outil qui permet de mesurer, il ne permet pas de mesurer les mêmes données que celui-là, il te permet de mesurer la puissance ou le maximum inspiratory pressure, maximum expiratory pressure, donc la puissance maximum qui est Maximal. générée lors de l'inspiration et de l'expiration. Ce qui, euh, j'ai peut-être tort, mais de tout ce que j'ai pu trouver sur le système respiratoire, c'est pas nécessairement des mesures qui sont super intéressantes ou en tout cas sur lesquelles tu peux te baser pour planifier des entraînements. Mhm. C'est certes quelque chose qui te permet de suivre dans le temps ta progression au niveau, encore une fois, puissance expiratoire et inspiratoire, mais à un instant T dans le temps. Ça ne te donne pas de volume. Alors que Ah oui. le nerf de la guerre en respiration, ça reste le volume. Ouais, Combien d'air exactement. tu peux bouger en une minute pour extraire un maximum de CO2, pour absorber un maximum d'oxygène. Mm. Et donc, le paramètre puissance est important, mais n'est pas fondamental à mon avis. D'où l'intérêt d'utiliser des outils comme le Spiro Tiger ou le P100 qui, eux, te permettent de travailler de manière spécifique avec des fréquences, des volumes, avec le P100 aussi avec de la résistance. Euh, mais je pense vraiment que le nerf de la guerre, quand on parle de respiration, c'est coordination. Donc la façon dont tu coordonnes ton inspiration-expiration par rapport à un effort donné, par rapport à une fréquence donnée. Euh, la fréquence en elle-même. Donc pouvoir, en gros, si je devais le dire en une phrase, c'est avoir l'habileté ou la possibilité de ventiler un maximum d'air à toutes les fréquences possibles et imaginables. Donc de 18 respirations par minute, c'était en zone 1, on va dire, jusqu'à 50, voire même plus haut suivant les sports et les demandes spécifiques. Il y a des rameurs qui respirent 2 fois par coup. Et donc quand tu as des gars qui sont à 36 coups par minute, 70 respirations même par minute, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, il y a des cas spécifiques où ça va plus haut que ça, mais en général, si tu te mets entre 20 et 50 pour parler très très simplement, est-ce que j'ai la possibilité de bouger le maximum d'air que moi je dois pouvoir bouger, étant donné ma corpulence, la taille de mes poumons, etc. Est-ce que je peux bouger un maximum d'air dans toutes ces différentes fréquences respiratoires? À mon avis, ça, c'est beaucoup plus intéressant que juste de développer en gros ton 1 RM ou ton 3 RM de respiration, en sachant Mm. que sur une minute d'effort intense, tu as déjà fait 40, t'es déjà un 40 RM. Tu pousses ça à 5 minutes de travail, bah, tu es déjà un 200 RM. Alors, va corréler un 1 RM à un 200 RM. Bonne chance. Déjà que sur, déjà que sur alors, est-ce que ça va avoir un impact bénéfique? Bien sûr, c'est comme dire que ce serait con de dire que non, parce que c'est comme dire que ouais, l'entraînement de force, ça sert à rien pour les cours d'endurance, parce que tu as vu le nombre de reps qu'ils font. Non, il y a des adaptations au niveau structurel, au niveau des tissus, des tendons, etc., qui sont intéressantes au niveau des muscles, au niveau de la densité osseuse, enfin j'en passe. Donc, c'est pas pour dire que l'entraînement en puissance est pas intéressant avec ces petits outils de respiration qui sont résistés. Mm. Le problème, c'est que tu peux pas faire ça pendant très longtemps sans commencer à t'asphyxier, dans le sens où si tu expires très très fort mais que tu es au repos, donc que tu produis pas beaucoup de CO2, ben, au final, tu vas extraire de ton organisme plus de CO2 que tu ne le devrais, en sachant qu'il y a toujours on va dire une fourchette de CO2 dans laquelle tu veux rester, que tu veux maintenir. Tu veux pas qu'il y ait trop de CO2, tu veux pas qu'il y ait pas assez de CO2,
Mais donc, si tu commences à souffler comme un bourrin, en gros, mais que tu es assis sur une chaise, eh ben, à un moment donné, tu vas pêcher un petit peu au niveau du CO2. C'est là où le Spiro Tiger et le P100 font la différence, c'est que tu réinspires ton CO2 pour maintenir un certain niveau de isocapnie, on va dire, donc de taux de CO2 normal, si on veut l'appeler comme ça. Euh, donc, il y a tous ces paramètres-là à gérer dans l'entraînement respiratoire. Et je pense vraiment que le nerf de la guerre se trouve dans la coordination, la fréquence et le volume. La composante force est importante, la composante puissance est importante. Elles sont à développer en parallèle à tout ça, mais c'est de loin pas les plus importantes. Et donc, c'est pour ça que, je mesure avec un spiromètre, Mhm. parce que ça me donne le volume dont la personne est capable à ce moment-là. Et je peux comparer ça aux données normatives de centaines de milliers de personnes qui ont déjà été testées. Parce qu'encore une fois, plus tu es grand, plus tu as un poids de corps élevé et selon ton sexe aussi, le volume que tu devrais pouvoir bouger n'est pas le même. Donc, il y a des paramètres de référence, si tu veux, et tu peux te comparer à ça avec la spirométrie de base. Et ensuite, pendant l'entraînement, encore une fois, ce que je veux faire, c'est maximiser le volume d'air que je peux bouger en une minute à toutes les fréquences données, selon la capacité de la personne. Et c'est pour ça que j'utilise plutôt ces outils côté fréquence et volume, plutôt que d'utiliser les outils de résistance qui ont leur place. J'en ai recommandé un encore aujourd'hui à quelqu'un que j'ai testé. Pourquoi? Parce qu'il a un déficit en puissance expiratoire. Donc, on va pas. Encore une fois, là, quand j'ai commencé à aborder l'entraînement respiratoire, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Je perdais un peu les pédales, je savais pas trop comment y penser et l'organiser. Mais les principes de préparation physique qui s'appliquent à tous les entraînements qu'on fait, donc spécificité, adaptation, individualisation et surcharge progressive, c'est les mêmes. Le système respiratoire, c'est pas un truc qui vient de l'espace, c'est des muscles. Le diaphragme, c'est un muscle. Les intercostaux, c'est des muscles. Euh, tous les autres muscles accessoires, c'est des Ouais. muscles. Les abdos, c'est des muscles. Ok. Et on parle simplement de pouvoir manipuler, en gros, le volume thoracique avec ces différents muscles. Avec, bien sûr, il y a une partie de mobilité qui doit être prise en compte également. Mais en gros, c'est comment générer un maximum d'espace dans ma cavité intrathoracique pour laisser un maximum d'air rentrer et comment expulser un maximum d'air le plus vite possible de cette même cage thoracique pour extraire le CO2 et pour être prêt pour la prochaine bouffée d'air. Et à ce niveau-là, c'est un développement qui est musculaire, on va dire, Oui. dans le sens où c'est des muscles que tu travailles. Et donc vraiment, je pense que le développement de ce côté coordination est beaucoup plus important. Euh, J'avais perdu mon fil de pensée, je l'ai retrouvé. Donc, le côté puissance expiratoire, donc sur le spiromètre, ça ressemble à quoi? Son FVC, donc le volume qu'il pouvait expirer en 6 secondes, qui est le proxy pour sa capacité pulmonaire, était bien. Son FEV, qui est le volume qu'il a expiré dans la première seconde, donc sa puissance expiratoire, elle était un petit peu basse, mais relative à l'autre. Et donc, en gros, je veux qu'il puisse expirer plus d'air plus vite. Donc, je lui ai dit de prendre un de ces petits outils de respiration résistée, comme le Aerofit, mais il y en a des beaucoup moins chers, qui sont comment dire ça, qui sont pas digitaux, Mm. et qui te permettent d'appliquer une petite résistance ou une grande résistance à l'inspiration ou et à l'expiration. Et ben très simplement, tu vas mettre une résistance qui est assez faible et tu vas souffler très très fort. Donc c'est l'équivalent du développement en puissance que tu ferais avec une barre à 50%, 60% pour avoir un rendu puissance maximale. Donc c'est pas des charges qui sont élevées, c'est pas une résistance qui est élevée, mais ça permet de bouger quand même assez vite ou dans le contexte respiratoire de bouger assez d'air assez vite et de pouvoir essayer de développer cette puissance expiratoire pour encore une fois rééquilibrer un petit peu le système au niveau capacité avant même de commencer à penser au niveau entre guillemets fonctionnel si tu veux ou comment tu utilises ce volume pendant un effort donné à une fréquence donnée, etc., etc. Mm. Après, ouais, il faut transférer les habilités, on va dire, acquises dans le domaine sportif. Et ça, c'est encore autre chose. Ok, ok. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup pour ta réponse. Je vais te poser des petites questions de fin, du coup. Vas-y. Et un livre que tu conseilles de lire, peu Euh, importe le sujet d'ailleurs. ouais, ouais. Sean Carroll, The... Je perds le titre. Attends, je vais le chercher parce que je peux pas le laisser comme ça. Sean
The Big Picture, voilà. The Big Picture de Sean Carroll, qui est un chercheur en physique, qui donne vraiment un aperçu extrêmement large du monde dans lequel on vit, du début à la fin, de d'où viennent les choses et où on en est maintenant et potentiellement où elles vont, qui est très très intéressant. Avec ça, Sapiens aussi, de Yuval Noah Harari. Je pense qu'il se chevauche un petit peu avec l'autre. Le premier étant un petit peu plus axé sur la physique, la chimie, la biologie, etc. Où Yuval Noah Harari part plus dans toutes les dimensions émergentes, on va dire, de tout ça, c'est-à-dire l'aspect social de l'être humain, l'aspect communautaire et tout ce qui va avec ça. Voilà, je laisserai ces deux-là pour l'instant. Ok. Une chaîne Insta ou YouTube à suivre, tu conseilles? Insta ou YouTube? Je vais donner un petit shout-out à mon pote Kevin, K-Swiss qui se trouve à Genève, qui est un coach qui est extrêmement compétent, qui produit énormément de contenu de très haute qualité. Un bonhomme que j'apprécie énormément également. Donc pour ceux et celles qui ne le suivent pas encore, allez suivre Kevin sur Instagram et sur YouTube aussi d'ailleurs. Il a beaucoup de contenu gratuit, il a un podcast aussi, donc à ne pas rater en français. D'accord. Et une personne que tu aimerais écouter dans le podcast? Dans ton podcast? Ouais. Dans ton podcast. Qui est-ce que j'aimerais écouter? Ça, c'est une bonne question. Laisse-moi réfléchir. Ouais, je t'en prie. On m'a demandé Alexandre Astier. J'ai dit, bah, si je peux. Faut pas avoir peur de demander, hein. C'est vrai. Tant que tu demandes, t'as rien à te reprocher. Écoute, personnellement, j'ai beaucoup aimé échanger avec Didier Ress. Donc, je te dirais Didier Ress. Ok. Ok. Et un exo ou une séance que tu aimes bien faire avec les jeunes? Alors, pas forcément les tout jeunes, tu peux aller avec des adolescents, par exemple. Je vais prendre le contexte que je connais, qui est celui du rugby. J'aime beaucoup le travail de vitesse déguisé en chasse. Donc, les jeunes qui se chassent entre eux. Donc, il y a un chasseur et un chassé. Et donc, par exemple, ils partent tous les deux à plat ventre. Le chassé 5 mètres devant et le chasseur 5 mètres derrière. Et c'est le chassé qui déclenche le sprint. Et en gros, ils ont l'intervalle que je leur donne, que ce soit 20 mètres ou 30 mètres, pour essayer de soit s'échapper, soit essayer de rattraper l'autre qui est devant. Ça donne un aspect compétitif, ça produit des efforts max. Encore une fois, il y a une phase de préparation avant ça. Je les lance pas là-dedans le premier jour de la prépa physique en pré-saison. Mais c'est toujours chouette. Tout le monde a les sourires, tout le monde a le sourire, tout le monde se donne à fond. Et ça, je pense que c'est une des meilleures séances c'est une des meilleures choses qu'on peut faire avec les jeunes, c'est faire en sorte qu'ils se dépassent, qu'ils se dépensent et qu'ils y prennent plaisir en même temps. Donc ça, j'aime bien. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour déjà le temps que tu m'as accordé et puis pour avoir répondu à toutes ces questions. C'est un tout plaisir. bon pour moi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.